Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion M. Babacar Justin Ndiaye. Il est éditorialiste sur Dakar Actu, auteur des lasers du laser du lundi, n'est-ce pas? C'est exact. Oui, bienvenue à vous, M. Ndiaye. Merci, madame. Babacar Justin Ndiaye, nul besoin de vous présenter. On sait que vous êtes journaliste, analyste, chroniqueur, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages. On va attaquer vite cette émission, car une fois n'est pas coutume, mais l'actualité oblige. En effet, tous les projecteurs sont braqués vers la France où, à l'issue du premier tour, deux têtes ont émergé, à savoir celle d'Emmanuel Macron et, à la surprise générale, celle de Marine Le Pen. Personnellement, êtes-vous surpris? Je voudrais, avec votre permission, avoir une pensée pieuse pour la vingtaine de femmes disparues dans l'océan. Oui. Et formuler donc une prière pour le repos de leur âme. Ce sont des personnes qui me sont proches et qui vous sont proches du reste. Bien sûr. Elles sont originaires de la région du Sine Saloum, qui a été scindée en deux au début des années 80. Oui. Pour moi, c'est encore plus local dans la mesure où elles sont du département de Foundiougne, un département que je partage avec le président de la République, qui est originaire de Foundiougne, avec le ministre Latif Coulibaly, etc. Oui. Donc, et nous nous inclinons devant la mémoire de ces illustres femmes disparues en pleine mer. Oui, des femmes braves, des femmes courageuses, des femmes travailleuses. Une petite remarque quand même dans votre présentation. Je ne suis pas auteur de plusieurs ouvrages. Je suis auteur d'un mémoire sur la guerre d'Algérie. Et depuis lors, je n'écris que des articles, pas davantage que ça. Le livre viendra peut-être au fil du temps. Alors, à propos des élections françaises, je crois qu'on a un faisceau de leçons qu'on peut égrener les unes après les autres. On est en face d'une pénurie d'hommes politiques français, de valeur, de grandeur et de taille. Oui, oui, oui. On n'a plus la France du général de Gaulle. On n'a plus la France de Gaston Monnerville. On n'a plus la France de Pierre Mendès France. Le dernier des Mohicans, Mitterrand, est parti. Les rares éléphants du Parti socialiste se sont affaissés. Je pense à Hollande, je pense à Henri Emmanuelli qui est mort. Alors, il y a une rupture générationnelle. Bon. Ainsi vont la vie politique et la vie tout court. Seulement, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette rupture générationnelle, alors, s'est opérée au rabais. On a aujourd'hui Macron. Vous me direz que Giscard était jeune dans les années 60-70, mais Giscard avait du coffre et de l'étoffe, et même de l'épaisseur. Certes, c'était un inspecteur des finances comme Emmanuel Macron, sorti de l'École nationale d'administration, mais Giscard était un homme excessivement cultivé. D'ailleurs, son destin d'académicien en est la meilleure illustration. Tel n'est pas le cas avec Macron. Macron nous sort pratiquement du néant. Un banquier, naturellement, qui a fait l'École nationale d'administration, le corps des inspecteurs des finances, la promotion Léopold Sédar Senghor pour la petite histoire. Macron a fait son stage au Nigeria, mais Macron n'était pas dans... il ne tenait pas le haut du pavé. C'est-à-dire, il n'était pas dans le sein des saints, aussi bien au sein du Parti socialiste que dans le Gotha politique français. Alors, quelque part, il a bénéficié de puissants et d'occultes ressorts. Pour dire les choses en termes clairs, la franc-maçonnerie, par exemple. La franc-maçonnerie a été l'une des puissantes rampes de lancement pour placer Macron sur orbite. Ah oui? Oui. Il est soutenu par ces loges maçonniques. Oui. Et de façon ouverte. D'habitude, ces gens sont plus discrets. Mais cette fois-ci, ces gens-là ont mis le paquet. Cette loge d'obédience diverses soutiennent Macron. Par un communiqué affiché, revendiqué et signé. Sur un arc-en-ciel d'obédience, c'est-à-dire sur un spectre, qui va du Grand Orient jusqu'au rite écossais, en passant par la grande loge nationale de France, c'est-à-dire toute la palette des audiences maçonniques, des plus libérales aux plus intégristes, alors toute la palette soutient Macron. Alors donc, la loge a mis le paquet. Il faut dire aussi que... Pourtant, on lui accuse d'avoir quelques rapprochements avec des lobbies homosexuels. D'ailleurs, on lui soupçonne une relation assez intime avec le directeur de BFM TV. Une télé qui a beaucoup soutenu Macron. Là, je ne peux pas être catégorique, je ne peux pas être précis, je suis moins savant sur ce point précis. Mais ce dont je suis sûr, parce que ça a été vraiment ouvert, ça a été vraiment illustré, ça a été vraiment revendiqué, les loges maçonniques le soutiennent ouvertement. Et je crois qu'elles ont été de puissantes rampes de lancement pour le placer sur orbite.
Il faut dire aussi que les élections françaises ont démontré quelque chose d'extraordinaire qui a permis peut-être aussi la percée de Emmanuel Macron. Oui. Il y a en France, j'allais dire, le printemps de l'affaissement, le printemps de la cassure, le printemps du fractionnement de la gauche. Le tout sur fond de tempête dans les urnes. Parce que la manière dont le peuple français a voté montre que ce peuple ne prend plus au sérieux les projets qu'on lui présente. Vous savez, le peuple français, il est un peuple exigeant. N'oubliez pas que la France est la terre des Lumières, comme on dit. N'oubliez pas que la France est aussi le berceau de la Révolution de 1789, la prise de la Bastille, etc., avec un certain niveau de développement. Dans ce pays, lorsque les projets et les programmes sont présentés, même le docker de Marseille, il les lit crayon à la main, il fait l'exégèse comme un maître du Coran ferait l'exégèse de l'islam, un islamologue, il fait l'exégèse des programmes, il le décortique et il vote en connaissance profonde et pointue de cause. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé avec ces résultats-là qui reflètent un morcellement du vote français à l'extrême. Aujourd'hui, la carte électorale française est une carte déchiquetée. Quelque part, ça ressemble un peu aussi à la carte électorale du Sénégal qui est bariolée, qui ressemble à une peau de léopard. Dans notre pays, aucune coalition ne peut être hégémonique. Oui, c'est-à-dire le fractionnement, le degré de fractionnement. Ici, prenons par exemple le PS français, le PS sénégalais, et faisons un peu, pas la comparaison abrupte, mais faisons un peu le rapprochement et le parallèle. Vous verrez que le PS sénégalais, il est morcelé, il est agonisant. Le PS français, il est fractionné à l'extrême et il est affaibli à l'extrême. Surtout que Hollande a beaucoup joué en faveur d'Emmanuel Macron, avec des consignes de vote qui ont été données par-ci et par-là. C'est le reflet, j'allais dire, des difficultés qui prévalent au sein du Parti socialiste, qui sont des difficultés illustratives d'un certain déclin. Vous savez, c'était un parti qui nous avait habitués à des personnalités de premier plan, comme Mitterrand. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé avec un président qui, pour la première fois, n'a pas osé être candidat à sa propre succession. Ce qui veut dire qu'il est conscient de son bilan mitigé, pour ne pas dire mauvais. Deuxièmement, les primaires ont provoqué l'émergence de Hamon, parce que le vote français socialiste a voulu les choses comme ça. Et à la différence des hommes politiques sénégalais, les hommes politiques français sont scrupuleusement respectueux du vote des militants. Tout le monde savait qu'Hamon ne faisait pas l'affaire, mais puisque les militants en majorité se sont exprimés en sa faveur, l'appareil du parti s'est incliné. Mais cette fois-ci, beaucoup de barons du Parti socialiste... Moi, je parle de l'appareil du parti s'est incliné. La preuve, c'est que c'est lui qui a porté les couleurs du Parti socialiste. Mais avec les résultats que l'on sait. Macron, lui, déjà, il avait annoncé la couleur. Il avait démissionné du gouvernement, dans lequel il était ministre des Finances, quelque chose comme ça. Alors, il s'était démarqué de l'idéologie socialiste dans une certaine mesure. Il s'était démarqué de la gauche dans une certaine mesure. Donc, lui, déjà, il se confectionnait un destin de présidentiable. Sauf que la difficulté réside dans le fait qu'il représente ce que j'appelle idéologiquement la ratatouille. Parce que c'est le centre. Or, le centre, c'est quoi? Comme disait Maurice Duverger, le centre, c'est un ensemble de courants à mi-chemin de la droite et de la gauche. Donc, idéologie, sur le plan idéologique, le centre, c'est bâtard. Le centre, c'est hybride. Et ces barons socialistes, comme l'ancien maire de Paris, qui l'ont soutenu ouvertement? Non, il a des soutiens qui viennent de plusieurs horizons, y compris même d'une certaine droite. Parce que, comme je vous l'ai dit, le centre, c'est un courant à mi-chemin de la droite et de la gauche. Donc, c'est la ratatouille. Je ne sais pas si vous êtes fort en gastronomie, mais la ratatouille, c'est un plat dans lequel on a tout. Voilà, c'est la ratatouille. En quelque sorte, une sauce au gombo. Plus que ça. Et cette percée de Marine Le Pen? Alors, Marine Le Pen a fait une excellente campagne. Fonds conforme. Vous savez, on peut tout reprocher à l'extrême droite, mais elle est cultivée. Son père, il vous parlait un français châtié. La fille aussi vous parle un français châtié. C'est des gens qui subliment, qui magnifient la grandeur française. L'autre jour, je l'ai suivi au meeting de Marseille. Mais mon Dieu, son discours a été remarquable, madame. Il a sublimé, magnifié la grandeur française en convoquant des dates clés pour ceux qui sont férus d'histoire française. Il a parlé de cette France qui va de la victoire de Valmy jusqu'à la victoire de Bir Hakeim. Bir Hakeim, c'était les grandes batailles du désert, du temps de Rommel, entre le général Leclerc, le général Montgomery et le maréchal Rommel.
dans le désert libyen et égyptien. Alors donc, pour ceux qui sont cultivés, cette dame, vraiment, elle est capable d'impressionner son auditoire. Mais aussi, elle sait agacer certains Français. Plus que ça, elle a bien entendu un programme qui inquiète. Mais là-dessus aussi, il faut tempérer, il faut nuancer. Il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui relève des clichés? Qu'est-ce qui relève des poncifs? Qu'est-ce qui relève des exagérations? Qu'est-ce qui relève des caricatures? La xénophobie, oui. Le protectionnisme, oui, mais jusqu'à quel degré? Bon, Brexit, version française hexagonale, oui, mais jusqu'à quel degré? Et là aussi, il faut faire attention, madame, parce qu'entre l'aspirant au pouvoir et le titulaire du pouvoir, vous n'avez plus la même personne parce que vous n'avez plus les mêmes données. Quand nous viendrons sur l'Afrique et le CFA, vous verrez que, en dépit de son programme, elle n'aura pas les coups de franche, elle ne fera pas tout ce qu'elle veut faire. Naturellement, les adversaires ont beau jeu de pilonner cette femme. Il y a un cartel des républicains. Des républicains, quand je dis des républicains, en tout cas des gens qui s'autoproclament attachés à la République. Alors ce cartel-là pilonne Mme Le Pen en la caricaturant à l'extrême. Je ne dis pas que c'est un parti impeccable, convenable, merveilleux. Non, non, non. Ne comptez pas sur moi pour faire l'apologie de l'extrême droite. Fillon a d'ailleurs même donné le ton en demandant à ses militants de voter pour Emmanuel Macron au second tour. Qui est-ce? François Fillon. Il n'y a pas que lui. Presque tout le monde, excepté Mélenchon, qui est resté sur la réserve. Excepté Mélenchon, qui est resté sur la réserve. L'autre phénomène qu'il va convoquer dans ce débat aussi, pour mieux cerner les enjeux et en dégager les perspectives, c'est le syndrome Trump. Est-ce qu'il va opérer? Il y a deux syndromes. Le syndrome Trump, outre-Atlantique. Nous allons y venir. Et le syndrome Brexit, outre-Manche. Bien sûr. Est-ce qu'ils seront suffisamment contagieux pour en faveur de Mme Le Pen? On verra ça. Oui, mais le fait le plus marquant est ce faible taux, vous l'avez évoqué tantôt, des suffrages récoltés par le Parti socialiste. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce déclin? Le Parti socialiste, d'abord, il y a son bilan qui laisse à désirer. La loi Khomri. Bon, mais ça, ce sont des histoires franco-françaises sur lesquelles je ne veux pas m'appesantir parce que certains téléspectateurs sénégalais ne sont pas au fait, j'allais dire, de la cuisine politique intérieure française. Traîne avec les tares de François Hollande. Oui, disons, c'est son bilan mitigé, ses échecs. Vous savez, la campagne électorale a été concomitante avec, j'allais dire, l'insurrection pacifique de la Guyane française. Donc un département d'outre-mer. Et c'est donc dire que le malaise est à la fois hexagonal et ultramarin. Même dans l'outre-mer aussi, les gens ne sont pas contents. Alors, donc, d'ailleurs, de toute façon, mieux que vous et moi, lui, il en a tiré les leçons et les conséquences. Parce qu'il a préféré ne pas se présenter. Ce qui veut dire donc que, sur ce plan, il y a un échec du Parti socialiste. Mais je reviens aussi à ce que j'ai dit au départ, c'est que le Parti socialiste manque d'hommes d'envergure. C'est-à-dire, Mitterrand n'a pas encore d'héritier à sa taille, capable de chausser ses chaussures et d'enfiler son manteau. Ok. En janvier dernier, l'extrême droite européenne s'était retrouvée à Koblenz, en Allemagne. Marine Le Pen avait été présentée comme future présidente de la France. Et si cela se confirme au soir du 7 mai 2017? Ah, vous savez, moi, je suis respectueux du peuple souverain de France. Comme je demanderai à tous les peuples du monde d'être respectueux du peuple sénégalais, qui est aussi souverain. Le peuple français peut placer à l'Élysée qui il veut. Moi, quand on viendra sur l'Afrique, je vous le dirai, c'est que nous, Africains, ce que nous devons faire, c'est préparer nos dossiers et discuter âprement avec n'importe quel interlocuteur qui sera le locataire de l'Élysée. Ça, c'est pour nous, Africains. Maintenant, en France, il va sans dire que les choses seront très difficiles. Si elle applique son programme, parce que si elle applique son programme, il y aura un chambardement, il y aura une tempête, il y aura un ouragan social, un ouragan économique, un ouragan institutionnel à la limite. Mais encore une fois, si le peuple français le veut, qu'est-ce qu'il faut en dire? Après tout, la France a survécu à des révolutions. La révolution de 1789, le 18 Brumaire, alors le consulat sous Napoléon, et puis mai 68. Donc je crois que la grande France est capable de faire face à n'importe quel cas de figure, surtout un cas de figure qu'elle aura volontairement, souverainement et librement créé. Oui. Dans la foulée, Macron, qui est soutenu par la quasi-totalité de la classe politique française, qui du reste est désavouée par les électeurs, ne court-il pas le risque d'en pâtir? Qui est-ce? Emmanuel Macron. Avec cette ruée des politiques vers lui.
J'avoue que les chances de Macron sont là. Elles sont solides, elles sont palpables, elles sont tangibles. Même si on ne peut pas être catégorique parce que la politique, elle est ce qu'elle est. Déjà, elle n'est pas une science, a fortiori une science exacte. Dans la politique, on a une portion de science, on a une portion d'art, on a une portion de flair, etc. Donc, on ne peut pas être catégorique. Mais je crois que la victoire de Macron est plausible, pour ne pas dire possible. Même si la percée de l'extrême droite est déjà quelque chose d'extraordinaire. Parce que des ouvriers qui sont censés être des prolétaires, et qui le sont certainement pour employer le vocabulaire des marxistes, quand les prolétaires votent l'extrême droite, quand les prolétaires votent Marine Le Pen, cela veut dire donc qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de France. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Macron ou Le Pen à l'Élysée, qu'est-ce que cela peut changer pour l'Afrique en général et le Sénégal en particulier? Non, pour l'Afrique, je viens de dire que ce que nous devons faire, c'est moins les lamentations et les gémissements que la prise en charge de nos intérêts de la façon la plus vigoureuse et de la façon la plus responsable. Voilà. Nous sommes indépendants depuis 1960. En gros, les indépendances de 1960 ont été des indépendances en rafale. Donc la majorité des pays africains... Indépendants dans la forme. Oui, mais ça c'est un autre débat. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où la France vote dans le sens qui lui convient, nous devrons nous préparer nos dossiers et discuter âprement, je l'ai dit tout à l'heure, avec le futur élu ou la future élue des Français. Cela dit, les choses ne peuvent pas changer aussi vite ni aussi énormément qu'on le pense. Même Marine Le Pen, en dépit de son discours, en dépit de son programme, en dépit de son catéchisme, elle aura du mal à faire ce qu'elle veut, surtout s'agissant de l'Afrique. Parce que serait la France sans l'Afrique dans une certaine mesure? Interrogeons l'histoire. Sans l'uranium du Niger, sans l'uranium du Gabon, sans les possessions françaises africaines, sans les confettis de l'Empire, c'est-à-dire les actuels départements d'outre-mer, jusqu'en Calédonie, jusqu'en Polynésie. Mais que serait la France? Elle ne serait pas la puissance moyenne qu'elle est. C'est avec l'uranium du Niger, avec l'uranium du Gabon, que le programme des essais nucléaires français ont été parachevés en Polynésie française. Et quand le général de Gaulle a perdu à l'occasion de l'indépendance de l'Algérie en juillet 62, quand la France a perdu le gaz algérien, a perdu le pétrole du Sahara, mais elle a mis le paquet sur l'Afrique au sud du Sahara. Donc sans l'Afrique, il n'y aurait pas eu cette expansion économique française. Deuxièmement, sur le plan géopolitique, mais la France est un pays délégué. C'est l'auxiliaire des États-Unis. Ça, c'était au temps de la guerre froide. C'était l'auxiliaire des États-Unis en Afrique, du gendarme américain en Afrique. Alors aujourd'hui, bien sûr, le mur de Berlin est tombé, la guerre froide, elle est derrière nous. N'empêche, la France reste une puissance moyenne qui ne peut chausser que la chaussure africaine. Parce que c'est cette chaussure africaine qui correspond à sa pointure. La France ne peut pas rayonner en Afghanistan. Elle n'en a pas les capacités militaires. La France ne peut pas rayonner en Syrie. La France ne peut pas rayonner en Corée, dans la péninsule coréenne. Alors donc, elle sera là. Même si Mme Le Pen arrive au pouvoir, il y a des fondamentaux, des éléments permanents de la grandeur française qui ont leur point d'appui ici en Afrique, et c'est des choses qu'on ne change pas du jour au lendemain. Oui. Et on en vient à cette question qui nous tient à cœur. Après le Brexit, ensuite l'élection de Trump, le nationalisme s'empare des peuples apparemment. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, voire le motiver? Vous savez, le nationalisme, l'internationalisme, alors l'ouverture sur l'extérieur, ce sont des phénomènes qui sont cycliques. Tout dépend de l'histoire et des étapes historiques de certains pays. La construction européenne a été une belle aventure, une aventure pan-européenne comme son nom l'indique. C'est le général de Gaulle qui disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. De l'Atlantique à l'Oural. Mais c'est le même général de Gaulle aussi qui freinait des 4 fers pour empêcher l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun à l'époque, comme on l'appelait. Alors c'est donc dire que ces problèmes de nationalisme sont des problèmes cycliques. Ensuite aussi, le nationalisme jusqu'à nouvel ordre, il a un horizon indépassable. Parce que la nation, dans certains pays, elle n'est pas abstraite. Chez nous, c'est plus compliqué en Afrique. Alors quand elle n'est pas abstraite, cela veut dire qu'elle est concrète. Et à partir de ce moment, alors l'internationalisme, ou bien les valeurs, j'allais dire, pan-européennes, puisqu'on parle de la France, auront du mal à supplanter le nationalisme. Ce qui est vrai aussi dans certains pays scandinaves, où l'extrême droite a fait aussi des percées remarquables, exactement comme en France. Vous avez parlé de la rencontre au sommet des extrêmes droites européennes. Oui, et ils ont dit que l'année 2017 sera la leur. Ah, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on convoque encore une fois le syndrome Trump
Oui. On convoque l'autre syndrome qui lui est parallèle ou complémentaire, c'est-à-dire Brexit. Alors, on peut observer une dynamique qui peut être inquiétante pour les démocrates et pour les républicains, oui. Mais qui est là et avec laquelle il faut compter et composer. Oui. Pour terminer avec la France, à l'issue de ce scrutin, quel sera le destin du franc CFA, cette monnaie que nous utilisons? Alors, sur le CFA, moi, je me suis fait une religion en lisant beaucoup de gens qui sont 1000 fois plus experts que moi. Alors, j'ai lu M. Lopez, Carlos Lopez, qui est bissau-guinéen, qui a travaillé au Codesria, qui a travaillé à la Commission économique pour l'Afrique et qui est aujourd'hui un des conseillers officieux du président Paul Kagame. Oui. Il est pointu, il est brillant. Ses arguments sont en défaveur du CFA. J'ai lu le professeur Cassé, dont les arguments sont grosso modo en faveur du CFA, dans une bonne mesure. Et je les ai lus crayon à la main. Ce qui veut dire que je les ai lus attentivement. Oui. Je crois que les arguments qui se télescopent de part et d'autre ne sont pas mauvais. Ils sont bons de part et d'autre. Mais moi, je convoque, sans être, moi n'étant pas économiste, je convoque dans les débats une dimension qu'on ne doit pas perdre de vue. Et une dimension qu'il faut rattacher à l'histoire récente de la France. Lesquelles? Oui, c'est-à-dire la monnaie. Elle est la monnaie. C'est un vecteur de développement économique dans une certaine mesure, mais l'homme n'a pas besoin que de monnaie. Autour de la monnaie, on peut greffer aussi la souveraineté et la dignité. Et ce n'est pas rien. Le général de Gaulle, quand il est revenu au pouvoir en 1958, il s'était fixé 3 objectifs. La décolonisation, ce n'est pas ce qui nous intéresse. L'arme nucléaire, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais sur le plan économique, le général de Gaulle a créé le nouveau franc. Et pour ce faire, il a convoqué une commission. C'est ce qu'on appelle la commission Rueff. Jacques Rueff, un économiste brillant. La commission Rueff a planché et remis un rapport au général de Gaulle. Et le général de Gaulle a fait battre le nouveau franc. Parce qu'il fallait rompre le cordon ombilical. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France était trop dépendante des États-Unis, y compris dans le domaine de la monnaie. Ouais. À un moment donné, d'ailleurs, au lendemain de la guerre, aux premières heures du plan Marshall, il y avait des Américains qui se plaçaient à Neuilly, là où il y a l'hôpital américain, à Paris. Ils se plaçaient à Neuilly et ils payaient les fonctionnaires français. Littéralement. C'est donc dire que le général de Gaulle, pour des raisons de dignité et de grandeur française, a éprouvé le besoin de rompre le cordon ombilical. Donc pourquoi nous aussi, après 50 ans d'indépendance, on ne songerait pas, tout en étant soucieux de l'efficacité, on ne songerait pas aussi à greffer la dignité et la souveraineté. Mais qui ose la critique doit oser aussi l'autocritique. Parce que le problème qu'on a en Afrique, notre talon d'Achille, c'est la bonne gouvernance. Notre monnaie, elle est aujourd'hui fabriquée en France. Elle est arrimée à l'euro même. Non seulement arrimée à l'euro, garantie par le Trésor français dans une bonne mesure, mais également forgée, fabriquée en France. Je crois à Chamaillère, quelque chose comme ça. Et après, la monnaie arrive ici, sous escorte de la gendarmerie, elle est déposée dans les chambres fortes de la Banque centrale. Mais si on crée une monnaie à l'échelle de l'Afrique, parce qu'il ne faut pas créer des micro-monnaies, ça peut être à l'échelle de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Mais en ce moment, la monnaie sera bâtie soit à Niamey, soit fabriquée au Burkina, soit fabriquée à Yaoundé, si c'est à l'échelle de l'Afrique du centre et de l'Ouest. Qu'est-ce qui va se passer? Si le président Paul Biya a des difficultés, c'est fabriqué à Yaoundé. Qu'est-ce qui l'empêchera de faire fonctionner la planche à billets au détriment des autres pays membres? C'est-à-dire ici aussi, on a un problème de discipline nationale, de discipline de gouvernance que nous devons oser pointer et stigmatiser. Il ne s'agit pas simplement de dire je suis nationaliste, mais il faut aussi intégrer les exigences et les impératifs qui vont de pair avec un certain nationalisme payant. Oui, l'Afrique, on en parle, notamment en Guinée-Bissau, où il y a un duel quand même terrible entre le Premier ministre et le Président de la République. Où cela va nous mener? Alors, la Guinée-Bissau est victime de 2 choses. Ses démons intérieurs, tirés des entrailles de son histoire. Elle est aussi victime de ses parrains extérieurs. Démons extérieurs et parrains extérieurs, voilà pourquoi le pays est ballotté. Alors, les démons intérieurs, c'est la guerre de libération nationale et ses effets. Voilà un pays où l'armée, le parti et l'État s'entrelacent, s'enchevêtrent. Ça rappelle un peu l'Algérie. Oui. Voilà. Pour des raisons historiques, c'est compliqué là-bas. Oui. Le volet défense nationale, c'est le talon d'Achille de ce pays. Oui. Mais il se trouve aussi qu'il y a des interférences extérieures. Et pour vous dire les choses comme elles sont, sans fioriture, sans fanfreluche, je vous dirais que le Sénégal a son poulain en Guinée-Bissau. En l'occurrence, le Premier ministre, Embalo Sissoko, Oumarou Sissoko. C'est le poulain du Sénégal. Ça, dans toutes les chancelleries, on le dit, on le raconte. Est-ce la bonne stratégie? Ah, mais bon, le Sénégal, pour des raisons géopolitiques évidentes, le conflit Casamance est bon. Pour l'instant, l'MFD est silencieux, il est passif. Mais si le chaos
intervient en Guinée-Bissau, qui nous dit que le silence et la passivité du MFDC vont continuer. Ouais. Donc je comprends que le Sénégal fasse de la prospective et s'intéresse à ce qui se passe en Guinée-Bissau, sans aller jusque dans un comportement d'ingérence brutale quand même. Bon, de l'autre côté, vous avez l'Angola. C'est ce qui explique la présence du Premier ministre bissau-guinéen à la fête de l'indépendance du Sénégal. Bon, ça c'est un détail que je ne peux pas greffer sur mon analyse, mais ce que je sais, c'est que le poulain du Sénégal, c'est le Premier ministre. Ce Premier ministre-là, il est riche, il est dynamique, il est entrepreneur. Il a été conseiller diplomatique de Malang Bekay Sagna. Il a beaucoup de connexions dans les pays arabes, notamment du côté du Qatar. Aujourd'hui, il s'est tapé des connexions, passez-moi l'expression, à Brazzaville. Il a rencontré récemment les enfants de Sassou Nguesso, et pas des moindres. Bon, je ne veux pas aller dans certains types de révélations, parce que vous savez, c'est un peu sensible. Ce que je sais, c'est que c'est le poulain du Sénégal. Et le président Vaz le sait. Je vous dis que c'est un secret de polichinelle à Bissau, dans les Champs-Élysées. On le dit partout. Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du président Vaz, qui est le président légitime, parce qu'il a été élu par les urnes, par le suffrage universel. Lui, il a le soutien de l'Angola. Même si l'influence de l'Angola connaît une certaine régression. Mais l'Angola aussi est très habile, parce que l'Angola a pour pion Alpha Condé. Et Alpha Condé, il est le médiateur en Guinée-Bissau. Et vous savez bien que nos vues et celles d'Alpha Condé ne coïncident pas. Il ne faut pas se voiler la face. La Guinée-Conakry et le Sénégal n'ont pas les mêmes vues. En atteste la crise gambienne. La crise gambienne a été un révélateur, comme disent les photographes. Oui. Voilà. Donc, la Guinée-Bissau est victime à la fois de ses démons intérieurs et de ses parrains extérieurs qui se battent par hommes politiques interposés. Et ce choix du Sénégal est-il stratégique? Non, il ne peut être que stratégique. Je viens de vous parler du conflit casamançais, mais est-il efficace? Dans le bon ou le mauvais sens, je veux dire. Ce qui est bon pour un pays, c'est ce qui conforte ses intérêts. Or, moi, je ne décide pas. Vous savez, la Constitution du Sénégal, elle est limpide comme l'eau de roche. C'est le président de la République qui définit la politique. Et il se trouve que la diplomatie et la défense nationale sont les chasses gardées du président de la République. Des chasses gardées constitutionnalisées. Bon, moi, n'étant pas conseiller du président, mes jugements de valeur, je les limite. Mais ce que je sais, c'est que le Sénégal a fait un choix. Sera-t-il payant à court, à moyen ou à long terme? L'avenir nous le dira. Seulement, je peux alerter en disant que un scénario gambien n'est pas possible en Guinée-Bissau. Je veux dire que la Guinée-Bissau est un gros morceau. Ce n'est pas une faiblesse militaire comme la Gambie. Ensuite, la Guinée-Bissau n'est pas enclavée, n'est pas dans l'estomac du Sénégal. Et on a une expérience antérieure, l'opération Gabou. Pendant des semaines et des semaines, l'armée sénégalaise a mis le paquet, mais elle n'a pas pu prendre l'aéroport de Bissalanka, ce qui était toujours contrôlé par Ansoumana Mané. Et la nuit, des avions en provenance de la Mauritanie et de la Libye se posaient là-bas, à Bissalanka, zone contrôlée par les rebelles à l'époque. Alors c'est donc dire que là, c'est un autre morceau, beaucoup plus gros. Donc je crois que la démarche sénégalaise, quelque part, elle est intelligente, parce qu'elle n'a rien à voir avec ce qui se passe en Gambie, et pour cause. Babacar Justin Ndiaye, on en vient à nos casseroles, si je me permets. À nos questions domestiques. Oui, pour évoquer notre actualité au plan national. Après l'incendie au Dakar, le naufrage de Betente qui accable les Sénégalais, peut-on continuer à laisser le laxisme dicter sa loi? Bon, on pourrait même remonter le temps et rattacher ces événements au naufrage du Diola. Mais vous savez, ce sont des questions très difficiles, pour lesquelles on n'a pas une réponse carrée. Certes, le déficit civique, il est là, chez tout le monde, hommes politiques, politiciens, population, tout le monde. Bon, mais on ne peut pas aussi placer derrière chaque Sénégalais un gendarme. Du côté de Betente, pour parler de l'actualité fraîche, les populations, je crois, le maire de Toubacouta réclame l'implantation d'une brigade de gendarmerie. Bon, certainement, il a de bonnes raisons pour le dire et pour en réclamer. Mais, vous savez, ces îles du Saloum, alors, sont relativement enclavées. Il s'y ajoute aussi que la pauvreté fait des dégâts. Et on ne peut pas demander aux gens de résister à la pauvreté les bras croisés. Les gens, notamment les femmes sont obligées d'aller en mer pour récolter les fruits de la mer, les fruits de mer, donc, pour les écouler sur le marché, pour vivre. Donc c'est une affaire de pitance. Or la pitance, elle est vitale. Alors maintenant, je crois que si on avait l'émergence économique et l'émergence civique, mais ça, je suis en train de rêver, si on avait l'émergence économique et l'émergence civique, alors on n'en serait plus là. Sauf que quand même, les accidents... si je comprends bien, on n'a pas les deux, ni l'émergence économique, encore moins l'émergence civique. Ça c'est évident.
On a des aspirations dans ces directions-là, oui. Mais on n'a pas encore les résultats convaincants. Dans le temple de Thémis, la justice a été secouée à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature à 3 mois des législatives. Qu'est-ce que cela présage comme hypothèse? Bon, je ne veux pas faire des procès en sorcellerie, encore moins des procès d'intention. Mais je me félicite d'une chose, c'est que dans cette affaire, le président de la République a fait montre quand même d'une souplesse. Peut-être opportune, peut-être opportuniste, mais au moins une souplesse. Alors cette fois-ci, il n'est pas allé en guerre contre les magistrats. Vous savez, d'abord, on ne peut pas gouverner en multipliant les tensions de foyer. Ce n'est ni réfléchi, ni commode, ni payant. D'ailleurs, je pourrais dire que quand un chef d'État a des conseillers qui lui fabriquent des ennemis à longueur de journée, alors ils lui rendent un mauvais service. Parce que la politique en démocratie, c'est quoi? C'est l'art de réduire le nombre de ses adversaires et d'augmenter le nombre de ses amis. Donc je crois que nous devons aller vers l'apaisement parce que c'est l'apaisement, la décrispation qui sont compatibles avec la vitalité démocratique. Néanmoins, oui. Oui, cela dit, oui. Dans le cas précis, lequel vous soulevez? Il y a aussi deux choses qui attirent... Les magistrats, oui, justement. Il y a 2 choses qui attirent notre attention, à savoir la promotion du juge Téliko, mais aussi les affectations des actifs des chambres africaines extraordinaires à quelques heures du verdict du procès en appel de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Je me répète, j'évite de faire des procès en sorcellerie. Mais naturellement, il y a à manger, à boire. Vraiment, on peut tout y voir. Mais moi, l'aspect qui m'intéresse, c'est le fait que le chef de l'État ne soit pas allé en guerre contre une institution aussi névralgique que la justice. Vous savez, c'est la justice qui... D'ailleurs, justement, pour abonder dans le même sens que vous, je pourrais vous dire que cette justice-là, elle est capitale pour ce qui est de la qualité et de nos élections. Oui. Parce que ce sont certains magistrats qui supervisent les élections. Oui. Est-ce que pour le président, c'était le moment d'aller en guerre contre ces magistrats qui sont appelés à superviser les élections qui sont devant nous? C'est donc dire que quelque part, ici, l'intelligence politique et la souplesse ont opéré. On peut s'en féliciter. Maintenant, en politique, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de philanthropie. Certaines décisions peuvent cacher des arrière-pensées. Oui. Ça, c'est certain. Mais d'ailleurs, de la sorte, on peut dire que les doléances exprimées par les magistrats, Ibrahima Amidou Dem et Souleymane Téliko, ont trouvé oreille attentive. Justement, à l'endroit du chef de l'État. Du juge de Thiès, M. Souleymane Téliko, oui. On attendait une sanction et on a vu une promotion. Une promotion. Ce qui veut dire que vraiment, on a opéré une véritable embardée. Après qu'ils aient tapé du poing sur la table. Voilà, mais bon, ça aussi, c'est le reflet d'un certain tâtonnement qui n'est pas flatteur pour le pouvoir. Parce que je crois que quand on gouverne depuis un certain nombre d'années, on devrait être capable de décider sans tâtonner. Oui. Les législatives, on en parle pour essayer de décortiquer ce substantif tant utilisé ces derniers temps, à savoir la cohabitation. D'après la Constitution, ce principe est réfuté par le fait que c'est le président de la République qui nomme au poste civil et militaire. Maintenant, si la majorité présidentielle devient minoritaire à l'Assemblée nationale, comment le définir? Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. La démocratie, disait Churchill, en résumé, oui. Je cite de façon en substance, oui. C'est le moins mauvais des systèmes politiques. C'est le moins mauvais. Ce qui veut dire qu'il n'est pas un système parfait. Mais il est meilleur que la tyrannie, il est meilleur que la dictature, il est meilleur que le despotisme, ainsi de suite. Alors, à partir de là, je crois que nous devons être au diapason de notre option démocratique. La démocratie, je le répète souvent, oui. Ce n'est pas un décor électoral, c'est-à-dire des scrutins à répétition. La démocratie, ce n'est pas des textes. La démocratie, c'est plus dans la tête que dans les textes. Donc, c'est une question de volonté, c'est une question de sincérité, c'est une question d'engagement ferme. C'est une question de sérieux et de rigueur. Oui. Vous savez, quand une nouvelle donne s'opère sur la scène politique, émanant du peuple souverain, un président de la République, même si la Constitution le renforce à outrance, il ne peut pas ne pas en tenir compte. Mais imaginez, le peuple, c'est le peuple sénégalais qui a élu Macky Sall. Si le peuple sénégalais envoie des députés plus nombreux à l'Assemblée nationale, plus nombreux que les députés de la majorité actuelle, donc c'est un signal. Ensuite, ça porte aussi la signature du peuple souverain. Alors, à partir de ce moment, vouloir ruser, tergiverser, manœuvrer, multiplier les coups fourrés, c'est la meilleure façon de creuser la tombe de la démocratie. Et je crois que nous ne devons pas creuser la tombe de la démocratie, nous devons aimer notre pays. Vous me permettrez d'ailleurs de faire un retour en France. Le policier qui a été tué sur les Champs-Élysées par un terroriste, il a été inhumé et il a reçu la Légion d'honneur à titre posthume.
légion d'honneur offerte au cours d'une cérémonie dans la cour de l'Élysée. Mais regardez l'image. Le président Hollande, qui est un socialiste, qui a appelé à voter contre Marine Le Pen, a invité Marine Le Pen, a invité Macron, qui était autour de lui. Au Sénégal, on n'a jamais vu à l'occasion d'une fête de l'indépendance le maire de Dakar, Khalifa Sall, aux côtés de Macky Sall. Il devrait être aux côtés de Macky Sall, plus près de Macky Sall que le Premier ministre. Oui. Parce que Khalifa Sall, c'est le premier magistrat de la ville de Dakar. Oui. La capitale. La capitale. Le président de la République ne se réveille pas à Fatick. Il prend son café à Dakar, il fait la prière de l'aube à Dakar. Donc, quelque part, Macky Sall est un administré de Khalifa Sall. Vice-versa, Macky Sall, le président de la République du Sénégal, qui va de l'Atlantique à la Falémé. Khalifa Sall aussi est un administré du président Macky Sall. Donc, je crois que leurs rapports doivent être d'une grande et d'une haute élégance républicaine. Exactement comme l'image qu'on a vue à l'Élysée. Hollande qui invite Marine, Dieu sait qu'il ne l'aime pas. Hollande qui invite Macron, il l'aime à peine parce qu'il avait claqué la porte de son gouvernement. Il les a invités au nom de la France, au nom de l'amour de la patrie. Le poète français Paul Verlaine disait, je le cite, l'amour de la patrie est le premier amour après l'amour de Dieu. Fin de citation. C'est donc dire que nous devons copier ce qu'il y a de meilleur. Et cette cohabitation? Non, cette cohabitation, je viens de répondre. Est-ce possible? Si elle s'impose par la volonté du peuple, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Les textes ne peuvent pas être au-dessus du peuple. Encore une fois, le peuple souverain. Oui. C'est du peuple que dérive tout. La Constitution ne tombe pas du ciel comme l'eau de pluie. Oui. Elle a été validée par un peuple à travers un référendum. Et ce référendum étant populaire, oui. Mais le suffrage universel étant populaire, alors les députés étant issus du peuple, ils ne sont pas nommés par décret. Je crois que le moment venu, il faudra faire montre d'une élégance républicaine. Et je répète encore Paul Verlaine, le premier amour, c'est l'amour de la patrie, après l'amour de Dieu. Oui. Alors c'est donc dire que nous devons aimer notre Sénégal. God save Sénégal, comme disent les Anglais à propos de la reine, God save the king. Mais je crois que nous devons aussi aimer notre Sénégal et éviter des batailles politiciennes qui sont de nature à le déstabiliser. Parce que la Constitution aura beau être claire, elle ne peut pas être, elle ne peut pas être au-dessus de l'intelligence humaine et de la bonne volonté humaine. À propos, dans le camp présidentiel, le chef de l'APR, Macky Sall, ne tolérera aucune liste parallèle au sein de Benno Bokk Yakaar. Dans l'opposition, le projet d'une liste commune est voué à l'échec. Partant, à quoi faudrait-il s'attendre? Vous savez, il ne faut pas rêver. Les coalitions politiques sont ce qu'elles sont. Les coalitions politiques sont des coalitions d'intérêt. Oui. Ce sont des coalitions d'élection. Ce sont des coalitions de calcul. Et il va sans dire que les calculs, les intérêts, etc. s'entrechoquent. Oui. Donc il ne faut pas rêver. Les coalitions renferment les germes de leur fragilisation. Bien entendu, aussi, elles renferment des éléments qui les cimentent. Donc une coalition peut être bétonnée, cimentée pendant un certain temps, mais au bout d'un certain temps aussi, elle peut connaître, si vous voulez, des difficultés, dans le sens de la fragilisation. C'est normal. Ça, c'est vrai pour la coalition gouvernementale. Vous connaissez les événements, ce qui s'est passé. La LD, elle est dans une posture pratiquement de défiance vis-à-vis de Benno Bokk Yakaar, ouais. Avec un secrétaire général qui était d'ailleurs une personnalité emblématique, qui a claqué la porte. Ouais. Voilà. Bon, alors, vous avez le PS qui est dans la coalition, mais dans quel état? Dans un état presque délabré, ouais. Avec les scissions que l'on sait. Alors, c'est donc dire que les difficultés sont de ce côté. Du côté de Manko au Sénégal aussi, c'est la même chose aussi. Là-bas aussi, on coalise des calculs, on coalise des intérêts, on coalise des divergences pour faire face. Mais ça ne peut pas être de tout repos. Toute coalition, d'ailleurs, a son heure de vérité. Et l'une des heures de vérité pour les coalitions, c'est une élection. Oui. En parlant de ces législatives, il y a un cas, celui d'Aliou Sall. On l'avait pressenti comme tête de liste de Guédiawaye et d'ailleurs beaucoup de politiques, à l'image du maire de la Sicap Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, a confié que Aliou Sall est destiné à être le président de l'Assemblée nationale. Quelques jours plus tard, le président de la République lui a demandé de se retirer des listes, mais on voit que ses partisans un peu partout haussent le ton pour demander le retour de Aliou Sall et puis qu'il batte campagne et soit à la tête de liste de l'APR à Guédiawaye. Ce syndrome, ce cas Aliou Sall, comment l'analyser? Bon, je vous donne deux réponses, c'est-à-dire donc deux commentaires à propos de cet embrouillamini
Sur Aliou Sall, je veux ne pas être bavard. Savez-vous pourquoi? Parce que je connais l'homme. Je l'ai côtoyé dans la rédaction de Pape Samba Kane. Ensuite, et de surcroît, Aliou Sall est originaire de la même ville que moi. Il a fait son cycle primaire à Fatick et je crois une partie de son cycle secondaire. Tout comme le président Macky Sall a vécu à Foundiougne. Donc quelque part, je les considère comme des frères. Alors, il n'est pas commode, il n'est pas judicieux, il n'est pas sain de donner des conseils en direct à la télévision. Si j'avais l'occasion de le rencontrer, je lui aurais donné mon sentiment. Oui, mais pour me résumer, sans aller trop loin, vous savez, moi personnellement, je pense que lorsque dans une famille, nombreuse soit-elle, or il se trouve que la famille Sall n'est pas si nombreuse que ça, mais dans une famille, nombreuse soit-elle, si un président de la République en sort de la façon la plus démocratique par le suffrage universel, je crois que tout le monde a les coups des franches. On peut aller faire autre chose que des candidatures pour le Sénat, des candidatures pour l'Assemblée nationale, etc. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai connu des élèves qui étaient les meilleurs de la classe, qui ont interrompu leurs études pour aller enseigner, parce que leur famille était dans une précarité qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ils avaient pitié de leur famille, et c'était les meilleurs de la classe. Si leur famille était aisée, ils seraient aujourd'hui peut-être des ingénieurs à la NASA, mais ils ont interrompu pour aller enseigner dans la brousse. Alors, donc quand une famille renferme un président de la République, c'est suffisant pour que les uns et les autres aillent migrer vers d'autres horizons plus payants, plus valorisants et plus prestigieux. Moi, à la place d'Aliou Sall, j'aurais collectionné des diplômes pour être chercheur au CNRS de Paris. J'aurais collectionné des diplômes pour être comme Cheikh Modibo Diarra, le deuxième Africain après Cheikh Modibo Diarra à naviguer dans l'espace interplanétaire ou aller dans le cosmos. Mais ça, c'est plus valorisant. Vous savez bien qu'il est plus valorisant, plus prestigieux de conduire un Boeing, un Airbus, que d'être un sénateur de banlieue ou un député de banlieue. Parce que ce n'est pas le même effort intellectuel. Un député de banlieue qui pourrait être le président de l'Assemblée nationale. Oui. Donc ça, c'est mon premier niveau de réponse. Le second niveau de réponse porte maintenant sur le déroulement de ces faits que vous relatez et que la presse aussi relate. Vous savez, lorsqu'on nous dit que le président de la République lui a demandé de se tenir à carreau, passez-moi l'expression, c'est-à-dire de ne pas y aller. Alors, simultanément ou concomitamment, des voix s'élèvent à Guédiawaye, voix actionnées, voix télécom. Il y a eu même des militants qui se sont amassés devant les grilles du palais pour exiger le retour d'Aliou Sall comme tête de liste à Guédiawaye. Alors que Dieu sait que pour bouger d'un mètre de l'obélisque, il faut une autorisation du préfet. Et vous me parlez de la grille du palais. Bon, mais passons sur ça. Ce que je veux dire, c'est que le président de la République est censé être un homme fort du point de vue de la qualité de nos institutions. Il demande à son frère d'arrêter. Le frère n'arrête pas, il outrepasse. Quelle impression, quel malaise ça diffuse dans la population. Un homme fort qui ne peut pas mettre au pas son frère, qui ne peut pas mettre au pas, par ailleurs, son beau-frère. Son oncle aussi. Et qui veut mettre au pas tout un pays. Ce que vous ne pouvez pas réussir à l'échelle d'une famille, est-ce qu'il vous est loisible de le réussir à l'échelle de tout un pays? Alors donc c'est pas bon, parce que s'il passe outre, il blesse, il agresse, il lacère l'image de son grand frère. Mais enfin, j'aurais été plus à l'aise si je l'avais en face de moi pour lui prodiguer des conseils. Espérons qu'il a bien saisi le message. Il n'est pas convenable de prodiguer des conseils en direct à la télévision, surtout à l'endroit de personnes que l'on connaît. Concernant le frère, depuis le rassemblement du mouvement Y en a marre, on remarque que le chef de l'État a changé de posture. On note une certaine flexibilité dans son discours. Appel au dialogue, main tendue à ses anciens frères du Parti démocratique sénégalais. D'ailleurs, cela a occasionné l'entrée, la transhumance, on pourrait dire, de l'ex-premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, qui a rejoint l'APR. Puisque les calculs sont consubstantiels à la politique, on peut y déceler et y voir des calculs, c'est possible. Seulement, je dis ceci, nous devons nous soucier de la qualité de nos institutions et de la qualité de notre gouvernance. On n'a pas créé dans ce pays un ministère de la bonne gouvernance pour amuser la galerie. Je crois que c'est pour travailler dans le sens de la bonne gouvernance. Vous savez, le dialogue, l'apaisement et la décrispation sont les béquilles, j'allais même dire le trépied de la démocratie. Donc ça doit être banal, ça doit être routinier, ça ne doit pas être l'exception, ça ne doit pas être phénoménal, ça ne doit pas être événementiel. Passons. Deuxièmement, il y a eu des signes qui m'ont beaucoup inquiété. Parce que ce dialogue-là, cette main tendue, tout ceci est consécutif à une audience avec Al-Amin, le nouveau khalife général.
Alors, quand on a une armée de ministres conseillers, grassement payés par le contribuable sénégalais, qu'on n'écoute pas apparemment, parce que moi je n'en fais pas partie, je ne sais pas s'ils les écoutent ou non. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut sortir d'une audience avec Alamine pour rectifier le tir. Mais dans ce cas, on peut limoger, on peut mettre en congé tous ces conseillers et garder Alamine comme conseiller. Or, on est dans une république qui n'est pas théocratique. Le cas du professeur Amsatou Sow Sidibé est assez révélateur. Bon, donc on n'est pas dans une république théocratique. Donc tout ça c'est un peu gênant. Je crois qu'il nous faut redresser la barre de la gouvernance, non seulement pour la performance, mais pour la sauvegarde de nos institutions. Oui. Dans la presse, le CAP compte organiser une marche nationale le 3 mai prochain. Cette situation... Le CAP, c'est quoi? On a tellement de machins dans ce pays. C'est bon, un comité qui regroupe beaucoup d'acteurs de la presse. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ça c'est notre famille. Oui. Oui. Alors là, je m'excuse, j'ai tort d'ignorer ce que c'est. Et on va essayer de laver ce linge sale, parce qu'il y a le nouveau code de la presse qui est assez demandé par les journalistes, mais aussi les difficiles conditions qui régissent le métier avec des entreprises de presse qui ont assez de difficultés au plan financier. Oui, le tableau que vous brossez est un tableau réel. Mais vous savez, moi, je me suis fait une religion autour de cette bataille pour, j'allais dire, l'émergence de la presse, pour employer un mot qui est à la mode, qui est d'ailleurs un mot passe-partout, émergence, émergence. Vous savez, c'est le journaliste qui s'affranchit. Oui. Ça, c'est un combat intérieur, un combat de rédaction ensuite. Comment? Ah oui, mais le courage, le courage, le courage. Bon, vous me direz que la pauvreté ne nous aide pas, parce que quand l'instrument de travail est précaire, quand la pauvreté est ambiante, Thomas d'Aquin disait « la vertu a besoin d'un minimum de bien-être ». C'est donc dire que je comprends la difficulté qu'il y a à travailler dans nos rédactions. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Sinon, la chose la plus simple, la plus commode, c'est d'aller vers les pouvoirs en place. Et quand je dis les pouvoirs en place, y compris le pouvoir, l'argent qui est un pouvoir aussi. Mais là, bonjour la vassalisation. Et quand il y a la vassalisation, alors, bien entendu, il n'y a plus vitalité de la presse, il n'y a plus devenir de la presse. Comment faire pour sortir de l'ornière? La presse sénégalaise est en difficulté. Oui. Ça, c'est une réalité. Elle est en difficulté objective, mais aussi elle se crée certaines difficultés. Parce que y a des formes de compromis et de compromission qui sont dictées par une volonté personnelle, par un choix personnel, par une option personnelle. Vous savez, épargnez-moi les détails. Je ne veux pas aller dans certains... Vous savez, c'est des confrères, c'est des jeunes, c'est des amis. Il faut en parler quand même. Oui, c'est des amis, bon, mais vous savez, donc c'est un peu ça. Mais quelque part aussi, je ne veux pas être cynique pour dire qu'on est sous les tropiques. Parce que dans certains pays qui sont situés sous les tropiques, on a des avancées. Donc la pauvreté aussi ne peut pas être l'excuse permanente. Mais enfin, continuons la bagarre, peut-être que... Et ce nouveau code de la presse qui tarde? Ah ben, les explications ont été données. Ça a fait un va-et-vient entre l'Assemblée et le Conseil des ministres. Depuis 10 ans? Oui, effectivement, ça traîne en longueur. Bon, le président, lui, il exprime souvent, à l'occasion de certains discours, sa bonne volonté, sa disponibilité. Bon, les députés aussi ont été regardants. Bon, je ne peux pas exprimer un reproche à l'endroit des députés. La vocation d'un député est d'être regardant par rapport à tous les projets de loi. Voilà. Mais ce qui est fâcheux, c'est qu'il y a des situations sur lesquelles les députés auraient dû être regardants, ils ne l'ont pas été. Alors que dans ce cas précis, ils ont été regardants de façon insistante. Bon, mais enfin, il faut faire avec. Le retour d'Abdoulaye Wade au Sénégal, il est d'ailleurs même pressenti, si c'est avéré ou pas, on ne sait pas, mais on demande qu'il soit à la tête de liste de l'opposition à l'occasion des législatives. Cette figure, ce personnage, peut-il accrocher? Oh, ça, il n'est pas facile de répondre. Nous sommes dans un pays où les sondages sont interdits, apparemment par la loi. Donc, alors, je ne vais pas dire n'importe quoi. Alors, je voudrais dire simplement que Abdoulaye Wade est un personnage, j'allais dire, central de notre histoire politique. C'est une figure historique de notre panorama politique. Et puis aussi, dans une bonne mesure, et l'histoire l'a démontré, c'est un génie politique. Mais ça ne veut pas dire qu'un génie politique ne commet pas d'erreurs. Mais justement, un génie, il commet des erreurs géniales. Ce qui est aussi un hommage et un compliment. Alors, c'est dire donc que Abdoulaye Wade, il revient, il en a le droit.
Il a été président de la République. S'il veut être député, il peut l'être parce que la Constitution plafonne à 70 ans. Mais s'agissant des députés, je crois que la Constitution ne plafonne pas. Oui. Donc il peut être député s'il le veut, etc. Bon, mais à son âge. Mais à son âge, oui. Cela ne pose-t-il pas problème? Ça dépend, ça doit lui poser problème. Mais s'il se sent physiquement en forme, alors en quoi ça vous poserait problème ou à moi? Dans l'électorat, je voudrais dire. Ah, vous savez, chez nous, les sentiments sont plus forts que les raisons. N'est-ce pas Senghor qui disait que l'émotion est nègre et la raison est laine? Bon, je ne dis pas que Senghor a raison à 100%, mais c'est une façon de dire qu'on a des formes d'attachement chez nous qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Tout à l'heure, je vous disais que le docker de Marseille, quand Mélenchon lui présente son programme, quand Marine Le Pen lui présente son programme, il le scrute, il en fait l'exégèse. Parce que là-bas, on n'a pas un bétail électoral. Pardonnez-moi l'expression. Là-bas, le sentiment n'opère pas, comme chez nous. En tout cas, moins que chez nous. Alors, par contre, ici, le poids du sentiment est là. Et Abdoulaye Wade, il est ce qu'il est. Alors, il a du charisme, il est âgé, mais il a du charisme. Et le charisme, vous savez, c'est un peu comme... voyez-vous. Alors, à telle enseigne que nous le verrons sur le terrain, mais je crois que s'il a envie de se reposer, il va se reposer. S'il a envie de continuer le combat, il lui est loisible de le faire. Surtout qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de verrou constitutionnel devant lui. Oui. Maintenant, tout dépend de sa forme. Bien entendu, les calculs ne sont pas absents de ce type de démarche. Parce que quand une opposition est plus ou moins essoufflée, elle a besoin d'une certaine locomotive. Oui. Alors, Abdoulaye Wade pourrait apparaître comme une certaine locomotive. Oui. Mais il faut dire que si l'opposition est étouffée, il faut dire aussi que du côté du pouvoir, il n'y a pas de quoi pavoiser. Parce que le bilan de Macky Sall, il est ce qu'il est. À mon avis, il est mitigé. Oui. Il y a des secteurs qui brillent, il faut être honnête aussi. Il y a des secteurs qui scintillent, il y a des secteurs qui clignotent, et il y a des trous noirs. Donc je crois que le décor est planté pour des législatives particulièrement dures pour tout le monde et âpres pour tout le monde. Aussi bien dans le camp du pouvoir que au sein de l'opposition. Dur et âpre pour les deux camps. Oui. C'est ce qui est bon d'ailleurs, parce que pour moi, tout ça, c'est l'expression d'une démocratie en pleine vitalité. Oui. Au PS, après l'élargissement de prison du maire de la Médina, Bamba Fall, le porte-parole du parti, Abdoulaye Wilane, annonce son exclusion dans le parti. Un PS sans Bamba Fall et probablement peut-être sans Khalifa Sall et Barthélémy Dias sera quoi? Vous savez, qu'il s'agisse de Bamba Fall ou qu'il s'agisse de Khalifa Sall, là aussi je me suis fait une religion. Vous savez, moi, je ne serai jamais l'avocat des fossoyeurs de l'économie nationale. Encore moins des fossoyeurs des finances publiques. Mais on doit être quand même assez lucide dans les faits et gestes que nous faisons et que nous multiplions en politique. Tenez, il y a eu un débat effarant, j'allais même dire puéril, autour de la caisse d'avance, de la caisse noire, des fonds politiques, des fonds spéciaux, des fonds secrets. C'était presque un festival de sémantique, un festival de glossaire. Oui. On se croirait à l'académie. Je dis que c'est puéril. Tout le monde sait qu'une caisse d'avance n'a rien à voir avec les fonds politiques. Toutefois, par-delà les définitions qui renvoient au lexique, il y a quelque chose de réel. J'ai du respect pour la loi, parce que la loi, elle est de portée générale, elle est dure, mais c'est la loi. Mais nous devons tenir compte aussi, madame, des mœurs. Comment peut-on juger de façon crédible, poursuivre de façon crédible des personnes ou des délinquants pour des faits qui étaient sus et connus du pouvoir et dont certains serviteurs du pouvoir auraient bénéficié selon certaines accusations. Donc ça pose un problème. Vous savez, nous sommes tous pour la croisade du président Macky Sall. La bonne gouvernance, j'applaudis. La traque des biens acquis, la réduction des comptes, bien mal acquis, j'applaudis. Seulement, le problème, c'est l'art et la manière. Pourquoi la traque des biens mal acquis, qui était une demande sociale, est devenue un dégoût social? Comment en est-on arrivé là? De demande sociale à dégoût social. C'est parce qu'il s'est passé des choses qui ne sont pas si orthodoxes que ça. À propos de Khalifa Sall aussi, c'est un peu la même chose. Le contexte aussi, c'est important. Vous savez, il ne faut pas donner le sentiment que le directeur de campagne du président de la République pour le deuxième mandat, c'est le procureur de la République. Ce que les électeurs ne peuvent pas obtenir, c'est-à-dire prendre d'assaut la citadelle Dakar. Mimi Touré n'a pas réussi. Les élections passées n'ont pas réussi à déloger Khalifa Sall.
Maintenant, il faut le procureur de la République pour le broyer. Alors, ça diffuse le malaise dans les populations. Je ne dis pas que ça se passe comme ça, mais moi je relève ça donne l'impression, oui. Oui, la perception. Vous savez, un bilan peut être bon, pour revenir au bilan du président de la République. Mais la perception qu'on a de ce bilan peut être mauvaise. Or, ça, ce sont des événements qui environnent, qui encadrent le bilan et qui altèrent le bilan à bien des égards. Il ne faut pas donner l'impression que le directeur de campagne du président de la République, pour 2019, c'est le procureur de la République. Un procureur de la République ne doit pas être un directeur de campagne. Ce serait désastreux. Ah, voilà. Je dis, il ne faut pas donner cette impression. Ouais. C'est la raison pour laquelle cette affaire, elle est vraiment fâcheuse, elle est vraiment regrettable. Encore une fois, je ne me fais pas l'avocat des fossoyeurs de l'économie nationale. Mais je convoque aussi les mœurs. Parce que ces pratiques-là sont anciennes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont légitimes. Elles sont anciennes. Khalifa Sall nous dit que ça remonte à Lamine Gueye. Moi, je n'en sais rien. Ce dont je suis sûr, c'est que nous avons des mœurs politiques qui peuvent parfois heurter nos lois. C'est la raison pour laquelle, lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir en 2012, il aurait dû dire, jusque-là, il s'est passé n'importe quoi dans ce pays. Mais à partir de maintenant, tout dysfonctionnement, toute faute, tout délit sera rigoureusement et fermement sanctionné. À partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de mars 2012. Mais s'il regarde dans le rétroviseur, son regard ne doit pas être sélectif. Tenez, Khalifa Sall, oui. Vous faites le parallèle avec Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé est le maire d'une province, Ziguinchor, la région de Ziguinchor. Khalifa Sall est le maire de Dakar, le premier magistrat de la capitale, celui qui détient les clés, celui qui ouvre les portes de la capitale aux chefs d'État étrangers qui débarquent ici, symboliquement parlant. Alors, Abdoulaye Baldé était traîné devant une juridiction infiniment plus redoutable et plus redoutée, la CREI. Parce que c'est une juridiction extraordinaire. C'est une juridiction d'exception qui a été décriée par tout le monde. Khalifa Sall, je ne sais pas devant quelle juridiction il sera traîné. Mais dans tous les cas de figure, en dehors de la CREI, on n'a pas une juridiction d'exception. Bon, encore que les chambres africaines extraordinaires sont autre chose, parce qu'elles sont africaines, nous dit-on. Bon. Mais Abdoulaye Baldé n'a pas passé une seule nuit en prison. Il n'a pas passé une seule nuit en prison. Depuis combien de temps Khalifa Sall est à Rebeuss? Depuis le 7 mars. Et pourtant, Baldé a été entendu, inculpé, puis acquitté. Mais pas une seule nuit en prison. Et il est le maire d'une capitale régionale. Celui-là, il est le maire de la capitale Dakar. Et là-bas, c'est bien mal acquis. Là-bas, c'est une juridiction d'exception, extraordinaire. Ici... Avec un renversement de la charge des preuves. Très bien. Alors, à un moment donné, on a vu les gendarmes débarquer où ça? Aux Almadies, pour cueillir Baldé. Baldé s'est évaporé jusqu'au lundi, il s'est présenté devant la CREI. La gendarmerie est une institution prestigieuse qui porte la discipline en bandoulière. La gendarmerie a deux hiérarchies, le haut commandement et le procureur de la République. Les gendarmes ne vont jamais en promenade ou en flânerie ou en vadrouille aux Almadies. Ils étaient partis là-bas pour le cueillir, mais ils ne l'ont jamais cueilli. Alors, ce sont ces deux poids, deux mesures qui diffusent encore un malaise dans la population. Et c'est ce malaise qu'il faut répercuter pour que le président le sache. C'est ce type de malaise qui peut altérer son bilan. Voilà ce que je voudrais dire sur l'affaire Khalifa Sall, sans me faire l'avocat quand même des fossoyeurs de l'économie nationale. Je vous remercie Babacar Justin Ndiaye. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. Je rappelle que vous êtes éditorialiste sur Dakar Actu, auteur du Laser du lundi. Merci beaucoup madame. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Tidiane Diop qui a réalisé cette émission au plan technique. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination, Ousseynou Sall pour la décoration. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. En dépit de son programme, elle n'aura pas les coups de franche, elle ne fera pas tout ce qu'elle veut faire. Naturellement, les adversaires ont beau jeu de pilonner cette femme. Il y a un cartel des républicains. Des républicains, quand je dis des républicains, en tout cas des gens qui s'autoproclament attachés à la République. Alors ce cartel-là pilonne Madame Le Pen en la caricaturant à l'extrême. Je ne dis pas que c'est un parti impeccable, convenable, merveilleux. Non, non, non. Ne comptez pas sur moi pour faire l'apologie de l'extrême droite. Fillon a d'ailleurs même donné le ton en demandant à ses militants de voter pour Emmanuel Macron au second tour. Qui est-ce? François Fillon. Il n'y a pas que lui. Presque tout le monde, excepté Mélenchon, qui est resté sur la réserve. Excepté Mélenchon, qui est resté sur la réserve. L'autre phénomène qu'il va convoquer dans ce débat aussi pour
pour mieux cerner les enjeux et en dégager les perspectives, c'est le syndrome Trump. Est-ce qu'il va opérer? Il y a deux syndromes, le syndrome Trump, outre-Atlantique, nous allons y venir, et le syndrome Brexit, outre-Manche. Est-ce qu'ils seront suffisamment contagieux pour en faveur de Mme Le Pen? On verra ça. Oui, mais le fait le plus marquant est ce faible taux, vous l'avez évoqué tantôt, des suffrages récoltés par le Parti socialiste. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce déclin? Le Parti socialiste, d'abord, il y a son bilan qui laisse à désirer. Oui. La loi Khomri. Bon, mais ça, ce sont des histoires franco-françaises sur lesquelles je ne veux pas m'appesantir parce que certains téléspectateurs sénégalais ne sont pas au fait, j'allais dire, de la cuisine politique intérieure française. Traîne avec les tares de François Hollande. Oui, disons, c'est son bilan mitigé, ses échecs. Vous savez, la campagne électorale a été concomitante avec, j'allais dire, l'insurrection pacifique de la Guyane française. Donc un département d'outre-mer. Et c'est donc dire que le malaise est à la fois hexagonal et ultramarin. Même dans l'outre-mer aussi, les gens ne sont pas contents. Alors, donc, d'ailleurs, de toute façon, mieux que vous et moi, lui, il en a tiré les leçons et les conséquences. Parce qu'il a préféré ne pas se présenter. Ce qui veut dire donc que, sur ce plan, il y a un échec du Parti socialiste. Mais je reviens aussi à ce que j'ai dit au départ, c'est que le Parti socialiste manque d'hommes d'envergure. C'est-à-dire, Mitterrand n'a pas encore d'héritier à sa taille, capable de chausser ses chaussures et d'enfiler son manteau. Ok. En janvier dernier, l'extrême droite européenne s'était retrouvée à Koblenz, en Allemagne. Marine Le Pen avait été présentée comme future présidente de la France. Et si cela se confirme au soir du 7 mai 2017? Vous savez, moi, je suis respectueux du peuple souverain de France. Comme je demanderai à tous les peuples du monde d'être respectueux du peuple sénégalais, qui est aussi souverain. Le peuple français peut placer à l'Élysée qui il veut. Moi, quand on viendra sur l'Afrique, je vous le dirai, c'est que nous, Africains, ce que nous devons faire, c'est préparer nos dossiers et discuter âprement avec n'importe quel interlocuteur qui sera le locataire de l'Élysée. Ça, c'est pour nous, Africains. Maintenant, en France, il va sans dire que les choses seront très difficiles. Si elle applique son programme, parce que si elle applique son programme, il y aura un chambardement, il y aura une tempête, il y aura un ouragan social, un ouragan économique, un ouragan institutionnel à la limite. Mais encore une fois, si le peuple français le veut, qu'est-ce qu'il faut en dire? Après tout, la France a survécu à des révolutions. La révolution de 1789, le 18 Brumaire, alors le consulat sous Napoléon, et puis mai 68. Donc je crois que la grande France est capable de faire face à n'importe quel cas de figure, surtout un cas de figure qu'elle aura volontairement, souverainement et librement créé. Oui. Dans la foulée, Macron, qui est soutenu par la quasi-totalité de la classe politique française, qui du reste est désavouée par les électeurs, ne court-il pas le risque d'en pâtir? Qui est-ce? Emmanuel Macron, avec cette ruée des politiques vers lui. J'avoue que les chances de Macron sont là. Elles sont solides, elles sont palpables, elles sont tangibles. Même si on ne peut pas être catégorique parce que la politique, elle est ce qu'elle est. Déjà, elle n'est pas une science, a fortiori une science exacte. Dans la politique, on a une portion de science, on a une portion d'art, on a une portion de flair, etc. Donc, on ne peut pas être catégorique. Mais je crois que la victoire de Macron est plausible, pour ne pas dire possible. Même si la percée de l'extrême droite est déjà quelque chose d'extraordinaire. Parce que des ouvriers qui sont censés être des prolétaires, et qui le sont certainement pour employer le vocabulaire des marxistes, quand les prolétaires votent l'extrême droite, quand les prolétaires votent Marine Le Pen, cela veut dire donc qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de France. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Macron ou Le Pen à l'Élysée, qu'est-ce que cela peut changer pour l'Afrique en général et le Sénégal en particulier? Non, pour l'Afrique, je viens de dire que ce que nous devons faire, c'est moins les lamentations et les gémissements que la prise en charge de nos intérêts de la façon la plus vigoureuse et de la façon la plus responsable. Voilà. Nous sommes indépendants depuis 1960. En gros, les indépendances de 1960 ont été des indépendances en rafale. Donc la majorité du peuple français a voté, montre que ce peuple ne prend plus au sérieux les projets qu'on lui présente. Vous savez, le peuple français, il est un peuple exigeant. N'oubliez pas que la France est la terre des Lumières, comme on dit. N'oubliez pas que la France est aussi le berceau de la révolution de 1789, la prise de la Bastille, etc., avec un certain niveau de développement. Dans ce pays, lorsque les projets et les programmes sont présentés,
Même le docker de Marseille, il les lit crayon à la main, il fait l'exégèse comme un maître du Coran ferait l'exégèse de l'islam, un islamologue. Il fait l'exégèse des programmes, il le décortique et il vote en connaissance profonde et pointue de cause. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé avec ces résultats-là qui reflètent un morcellement du vote français à l'extrême. Aujourd'hui, la carte électorale française est une carte déchiquetée. Quelque part, ça ressemble un peu aussi à la carte électorale du Sénégal qui est bariolée, qui ressemble à une peau de léopard. Dans notre pays, aucune coalition ne peut être hégémonique. Oui, c'est-à-dire le fractionnement, le degré de fractionnement. Ici, prenons par exemple le PS français, le PS sénégalais, et faisons un peu, pas la comparaison abrupte, mais faisons un peu le rapprochement et le parallèle. Vous verrez que le PS sénégalais, il est morcelé, il est agonisant. Le PS français, il est fractionné à l'extrême et il est affaibli à l'extrême. Surtout que Hollande a beaucoup joué en faveur d'Emmanuel Macron, avec des consignes de vote qui ont été données par-ci et par-là. C'est le reflet, j'allais dire, des difficultés qui prévalent au sein du Parti socialiste, qui sont des difficultés illustratives d'un certain déclin. Vous savez, c'était un parti qui nous avait habitués à des personnalités de premier plan, comme Mitterrand. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé avec un président qui, pour la première fois, n'a pas osé être candidat à sa propre succession. Ce qui veut dire qu'il est conscient de son bilan mitigé, pour ne pas dire mauvais. Deuxièmement, les primaires ont provoqué l'émergence de Hamon, parce que le vote français socialiste a voulu les choses comme ça. Et à la différence des hommes politiques sénégalais, les hommes politiques français sont scrupuleusement respectueux du vote des militants. Tout le monde savait qu'Hamon ne faisait pas l'affaire, mais puisque les militants en majorité se sont exprimés en sa faveur, l'appareil du parti s'est incliné. Mais cette fois-ci, beaucoup de barons du Parti socialiste... Moi, je parle de l'appareil du parti s'est incliné. La preuve, c'est que c'est lui qui a porté les couleurs du Parti socialiste. Mais avec les résultats que l'on sait. Macron, lui, déjà, il avait annoncé la couleur. Il avait démissionné du gouvernement, dans lequel il était ministre des Finances, quelque chose comme ça. Alors, il s'était démarqué de l'idéologie socialiste dans une certaine mesure. Il s'était démarqué de la gauche dans une certaine mesure. Donc, lui, déjà, il se confectionnait un destin de présidentiable. Sauf que la difficulté réside dans le fait qu'il représente ce que j'appelle idéologiquement la ratatouille. Parce que c'est le centre. Or, le centre, c'est quoi? Comme disait Maurice Duverger, le centre, c'est un ensemble de courants à mi-chemin de la droite et de la gauche. Donc, idéologie, sur le plan idéologique, le centre, c'est bâtard. Le centre, c'est hybride. Et ces barons socialistes, comme l'ancien maire de Paris, qui l'ont soutenu ouvertement? Non, il a des soutiens qui viennent de plusieurs horizons, y compris même d'une certaine droite. Parce que, comme je vous l'ai dit, le centre, c'est un courant à mi-chemin de la droite et de la gauche. Donc, c'est la ratatouille. Je ne sais pas si vous êtes fort en gastronomie, mais la ratatouille, c'est un plat dans lequel on a tout. Voilà, c'est la ratatouille. En quelque sorte, une sauce au gombo. Plus que ça. Et cette percée de Marine Le Pen? Alors, Marine Le Pen a fait une excellente campagne. Fond conforme. Vous savez, on peut tout reprocher à l'extrême droite, mais elle est cultivée. Son père, il vous parlait un français châtié. La fille aussi vous parle un français châtié. C'est des gens qui subliment, qui magnifient la grandeur française. L'autre jour, je l'ai suivi au meeting de Marseille. Mais mon Dieu, son discours a été remarquable, madame. Il a sublimé, magnifié la grandeur française en convoquant des dates clés pour ceux qui sont férus d'histoire française. Il a parlé de cette France qui va de la victoire de Valmy jusqu'à la victoire de Bir Hakeim. Bir Hakeim, c'était les grandes batailles du désert, du temps de Rommel, entre le général Leclerc, le général Montgomery et le maréchal Rommel, dans le désert libyen et égyptien. Alors donc, pour ceux qui sont cultivés, cette dame, vraiment, elle est capable d'impressionner son auditoire. Mais aussi, elle s'est agacée. Certains Français. Plus que ça, elle a bien entendu un programme qui inquiète. Mais là-dessus aussi, il faut tempérer, il faut nuancer. Il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui relève des clichés? Qu'est-ce qui relève des poncifs? Qu'est-ce qui relève des exagérations? Qu'est-ce qui relève des caricatures? La xénophobie, oui. Le protectionnisme, oui, mais jusqu'à quel degré? Bon, Brexit, version française hexagonale, oui, mais jusqu'à quel degré? Et là aussi, il faut faire attention, madame, parce qu'entre l'aspirant au pouvoir et le titulaire du pouvoir, vous n'avez plus la même personne parce que vous n'avez plus les mêmes données. Quand nous viendrons sur l'Afrique et le CFA, vous verrez
Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion M. Babacar Justin Ndiaye. Il est éditorialiste sur Dakar Actu, auteur des lasers du laser du lundi, n'est-ce pas? C'est exact. Oui, bienvenue à vous, M. Ndiaye. Merci, madame. Babacar Justin Ndiaye, nul besoin de vous présenter. On sait que vous êtes journaliste, analyste, chroniqueur, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages. On va attaquer vite cette émission, car une fois n'est pas coutume, mais l'actualité oblige. En effet, tous les projecteurs sont braqués vers la France où, à l'issue du premier tour, deux têtes ont émergé, à savoir celle d'Emmanuel Macron et, à la surprise générale, celle de Marine Le Pen. Personnellement, êtes-vous surpris? Je voudrais, avec votre permission, avoir une pensée pieuse pour la vingtaine de femmes disparues dans l'océan. Et formuler donc une prière pour le repos de leur âme. Ce sont des personnes qui me sont proches et qui vous sont proches du reste. Bien sûr. Elles sont originaires de la région du Sine Saloum qui a été scindée en deux au début des années 80. Pour moi, c'est encore plus local dans la mesure où elles sont du département de Foundiougne, un département que je partage avec le président de la République qui est originaire de Foundiougne, avec le ministre Latif Coulibaly, etc. Donc, et nous nous inclinons devant la mémoire de ces illustres femmes disparues en pleine mer. Oui, des femmes braves, des femmes courageuses, des femmes travailleuses. Une petite remarque quand même dans votre présentation. Je ne suis pas auteur de plusieurs ouvrages. Je suis auteur d'un mémoire sur la guerre d'Algérie. Et depuis lors, je n'écris que des articles, pas davantage que ça. Le livre viendra peut-être au fil du temps. Alors, à propos des élections françaises, je crois qu'on a un faisceau de leçons qu'on peut égrener les unes après les autres. On est en face d'une pénurie d'hommes politiques français de valeur, de grandeur et de taille. Oui. On n'a plus la France du général de Gaulle. On n'a plus la France de Gaston Monnerville. On n'a plus la France de Pierre Mendès France. Le dernier des Mohicans, Mitterrand, est parti. Les rares éléphants du Parti socialiste se sont affaissés. Je pense à Hollande, je pense à Henri Emmanuelli qui est mort. Alors, il y a une rupture générationnelle. Bon. Ainsi vont la vie politique et la vie tout court. Seulement, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette rupture générationnelle, alors, s'est opérée au rabais. On a aujourd'hui Macron. Vous me direz que Giscard était jeune dans les années 60-70, mais Giscard avait du coffre et de l'étoffe, et même de l'épaisseur. Certes, c'était un inspecteur des finances comme Emmanuel Macron, sorti de l'École nationale d'administration, mais Giscard était un homme excessivement cultivé. D'ailleurs, son destin d'académicien en est la meilleure illustration. Tel n'est pas le cas avec Macron. Macron nous sort pratiquement du néant. Un banquier, naturellement, qui a fait l'École nationale d'administration, le corps des inspecteurs des finances, la promotion Léopold Sédar Senghor pour la petite histoire. Macron a fait son stage au Nigeria, mais Macron n'était pas dans... il ne tenait pas le haut du pavé. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans le sein des saints, aussi bien au sein du Parti socialiste que dans le quota politique français. Alors, quelque part, il a bénéficié de puissants et d'occultes ressorts. Pour dire les choses en termes clairs, la franc-maçonnerie, par exemple. La franc-maçonnerie a été l'une des puissantes rampes de lancement pour placer Macron sur orbite. Ah oui? Oui. Il est soutenu par ces loges maçonniques. Oui. Et de façon ouverte. D'habitude, ces gens sont plus discrets. Mais cette fois-ci, ces gens-là ont mis le paquet. Cette loge d'obédience diverses soutiennent Macron. Par un communiqué affiché, revendiqué et signé. Sur un arc-en-ciel d'obédience, c'est-à-dire sur un spectre, qui va du Grand Orient jusqu'au rite écossais, en passant par la grande loge nationale de France, c'est-à-dire toute la palette des audiences maçonniques, des plus libérales aux plus intégristes, alors toute la palette soutient Macron. Alors donc, la loge a mis le paquet. Il faut dire aussi que... Pourtant, on lui accuse d'avoir quelques rapprochements avec des lobbies homosexuels. D'ailleurs, on lui soupçonne une relation assez intime avec le directeur de BFM TV. Une télé qui a beaucoup soutenu Macron. Là, je ne peux pas être catégorique, je ne peux pas être précis, je suis moins savant sur ce point précis. Mais ce dont je suis sûr, parce que ça a été vraiment ouvert, ça a été vraiment illustré, ça a été vraiment revendiqué, les loges maçonniques le soutiennent ouvertement. Et je crois qu'elles ont été de puissantes rampes de lancement pour le placer sur orbite.
Il faut dire aussi que les élections françaises ont démontré quelque chose d'extraordinaire qui a permis peut-être aussi la percée de Emmanuel Macron. Oui. Il y a en France, j'allais dire, le printemps de l'affaissement, le printemps de la cassure, le printemps du fractionnement de la gauche. Le tout sur fond de tempête dans les urnes. Parce que la manière dont le convoquer une commission, c'est ce qu'on appelle la commission Rueff, Jacques Rueff, un économiste brillant. La commission Rueff a planché et remis un rapport au général de Gaulle. Et le général de Gaulle a fait battre le nouveau franc. Parce qu'il fallait rompre le cordon ombilical. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France était trop dépendante des États-Unis, y compris dans le domaine de la monnaie. Ouais. À un moment donné, d'ailleurs, au lendemain de la guerre, aux premières heures du plan Marshall, il y avait des Américains qui se plaçaient à Neuilly, là où il y a l'hôpital américain, à Paris. Ils se plaçaient à Neuilly et ils payaient les fonctionnaires français. Littéralement. C'est donc dire que le général de Gaulle, pour des raisons de dignité et de grandeur française, a éprouvé le besoin de rompre le cordon ombilical. Donc pourquoi nous aussi, après 50 ans d'indépendance, on ne songerait pas, tout en étant soucieux de l'efficacité, oui. on ne songerait pas aussi à greffer la dignité et la souveraineté. Mais qui ose la critique doit oser aussi l'autocritique. Oui. Parce que le problème qu'on a en Afrique, notre talon d'Achille, c'est la bonne gouvernance. Notre monnaie, elle est aujourd'hui fabriquée en France. Elle est arrimée à l'euro même. Non seulement arrimée à l'euro, garantie par le Trésor français dans une bonne mesure, mais également forgée, fabriquée en France. Je crois à Chamaillère, quelque chose comme ça. Et après, la monnaie arrive ici, sous escorte de la gendarmerie, elle est déposée dans les chambres fortes de la Banque centrale. Mais si on crée une monnaie à l'échelle de l'Afrique, parce qu'il ne faut pas créer des micro-monnaies, ça peut être à l'échelle de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Mais en ce moment, la monnaie sera bâtie soit à Niamey, soit fabriquée au Burkina, soit fabriquée à Yaoundé, si c'est à l'échelle de l'Afrique du centre et de l'Ouest. Qu'est-ce qui va se passer? Si le président Paul Biya a des difficultés, c'est fabriqué à Yaoundé. Qu'est-ce qui l'empêchera de faire fonctionner la planche à billets au détriment des autres pays membres? C'est-à-dire ici aussi, on a un problème de discipline nationale, de discipline de gouvernance que nous devons oser pointer et stigmatiser. Il ne s'agit pas simplement de dire je suis nationaliste, mais il faut aussi intégrer les exigences et les impératifs qui vont de pair avec un certain nationalisme payant. Oui, l'Afrique, on en parle, notamment en Guinée-Bissau, où il y a un duel quand même terrible entre le Premier ministre et le Président de la République. Où cela va nous mener? Alors, la Guinée-Bissau est victime de deux choses. Ses démons intérieurs, tirés des entrailles de son histoire. Elle est aussi victime de ses parrains extérieurs. Démons extérieurs et parrains extérieurs, voilà pourquoi le pays est ballotté. Alors, les démons intérieurs, c'est la guerre de libération nationale et ses effets. Voilà un pays où l'armée, le parti et l'État s'entrelacent, s'enchevêtrent. Ça rappelle un peu l'Algérie. Oui. Voilà. Pour des raisons historiques, c'est compliqué là-bas. Oui. Le volet défense nationale, c'est le talon d'Achille de ce pays. Oui. Mais il se trouve aussi qu'il y a des interférences extérieures. Et pour vous dire les choses comme elles sont, sans fioriture, sans fanfreluche, je vous dirais que le Sénégal a son poulain en Guinée-Bissau. En l'occurrence, le Premier ministre, Embalo Sissoko, Oumarou Sissoko. C'est le poulain du Sénégal. Ça, dans toutes les chancelleries, on le dit, on le raconte. Est-ce la bonne stratégie? Ah, mais bon, le Sénégal, pour des raisons géopolitiques évidentes, le conflit Casamance, c'est bon. Pour l'instant, l'MFD est silencieux, il est passif. Mais si le chaos intervient en Guinée-Bissau, qui nous dit que le silence et la passivité du MFDC vont continuer? Ouais. Donc je comprends que le Sénégal fasse de la prospective et s'intéresse à ce qui se passe en Guinée-Bissau, sans aller jusque dans un comportement d'ingérence brutale quand même. Bon, de l'autre côté, vous avez l'Angola. C'est ce qui explique la présence du Premier ministre bissau-guinéen à la fête de l'indépendance du Sénégal. Bon, ça c'est un détail que je ne peux pas greffer sur mon analyse. Mais ce que je sais, c'est que le poulain du Sénégal, c'est le Premier ministre. Ce Premier ministre-là, il est riche, il est dynamique, il est entreprenant. Il a été conseiller diplomatique de Malang Bekay Sagna. Il a beaucoup de connexions dans les pays arabes, notamment du côté du Qatar. Aujourd'hui, il s'est tapé des connexions, passez-moi l'expression, à Brazzaville. Il a rencontré récemment les enfants de Sassou Nguesso, et pas des moindres. Bon, je ne veux pas aller dans certains types de révélations, parce que vous savez, c'est un peu sensible. Ce que je sais, c'est que c'est le poulain du Sénégal. Et le président Vaz le sait. Je vous dis que c'est un secret de polichinelle à Bissau dans les chancelleries. On le dit partout. Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du président Vaz, qui est le président légitime, parce qu'il a été élu par les urnes, par le suffrage universel. Lui, il a le soutien de l'Angola. Même si l'influence de l'Angola connaît une certaine régression. Mais l'Angola aussi est très habile, parce que l'Angola a pour pion Alpha Condé.
Et Alpha Condé, il est le médiateur en Guinée-Bissau. Et vous savez bien que nos vues et celles d'Alpha Condé ne coïncident pas. Il ne faut pas se voiler la face. La Guinée-Conakry et le Sénégal n'ont pas les mêmes vues. En atteste la crise gambienne. La crise gambienne a été un révélateur, comme disent les photographes. Oui. Voilà. Donc la Guinée-Bissau est victime à la fois de ses démons intérieurs et de ses parrains extérieurs qui se battent par personnel, par hommes politiques interposés. Et ce choix du Sénégal est-il stratégique? Non, il ne peut être que stratégique. Je viens de vous parler du conflit casamançais, mais est-il efficace? Dans le bon ou le mauvais sens, je veux dire. Ce qui est bon pour un pays, c'est ce qui conforte ses intérêts. Or, moi, je ne décide pas. Vous savez, la constitution du Sénégal, elle est limpide comme l'eau de roche. C'est le président de la République qui définit la politique. Et il se trouve que la diplomatie et la défense nationale sont les chasses gardées du côté des pays africains. Indépendants dans la forme. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où la France vote dans le sens qui lui convient, nous devrons nous préparer nos dossiers et discuter âprement, je l'ai dit tout à l'heure, avec le futur élu ou la future élue des Français. Cela dit, les choses ne peuvent pas changer aussi vite ni aussi énormément qu'on le pense. Même Marine Le Pen, en dépit de son discours, en dépit de son programme, en dépit de son catéchisme, elle aura du mal à faire ce qu'elle veut, surtout s'agissant de l'Afrique. Parce que serait la France sans l'Afrique dans une certaine mesure? Interrogeons l'histoire. Sans l'uranium du Niger, sans l'uranium du Gabon, sans les possessions françaises africaines, sans les confettis de l'Empire, c'est-à-dire les actuels départements d'outre-mer, jusqu'en Calédonie, jusqu'en Polynésie. Mais que serait la France? Elle ne serait pas la puissance moyenne qu'elle est. C'est avec l'uranium du Niger, avec l'uranium du Gabon, que le programme des essais nucléaires français ont été parachevés en Polynésie française. Et quand le général de Gaulle a perdu à l'occasion de l'indépendance de l'Algérie en juillet 62, quand la France a perdu le gaz algérien, a perdu le pétrole du Sahara, mais elle a mis le paquet sur l'Afrique au sud du Sahara. Donc sans l'Afrique, il n'y aurait pas eu cette expansion économique française. Deuxièmement, sur le plan géopolitique, mais la France est un pays délégué. C'est l'auxiliaire des États-Unis. Ça, c'était au temps de la guerre froide. C'était l'auxiliaire des États-Unis en Afrique, du gendarme américain en Afrique. Alors aujourd'hui, bien sûr, le mur de Berlin est tombé, la guerre froide, elle est derrière nous. N'empêche, la France reste une puissance moyenne qui ne peut chausser que la chaussure africaine. Parce que c'est cette chaussure africaine qui correspond à sa pointure. La France ne peut pas rayonner en Afghanistan. Elle n'en a pas les capacités militaires. La France ne peut pas rayonner en Syrie. La France ne peut pas rayonner en Corée, dans la péninsule coréenne. Alors donc, elle sera là. Même si Mme Le Pen arrive au pouvoir, il y a des fondamentaux, des éléments permanents de la grandeur française qui ont leur point d'appui ici en Afrique, et c'est des choses qu'on ne change pas du jour au lendemain. Oui. Et on en vient à cette question qui nous tient à cœur. Après le Brexit, ensuite l'élection de Trump, le nationalisme s'empare des peuples apparemment. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, voire le motiver? Vous savez, le nationalisme, l'internationalisme, alors l'ouverture sur l'extérieur, ce sont des phénomènes qui sont cycliques. Tout dépend de l'histoire et des étapes historiques de certains pays. La construction européenne a été une belle aventure, une aventure pan-européenne comme son nom l'indique. C'est le général de Gaulle qui disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. De l'Atlantique à l'Oural. Mais c'est le même général de Gaulle aussi qui freinait des 4 fers pour empêcher l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun à l'époque, comme on l'appelait. Alors c'est donc dire que ces problèmes de nationalisme sont des problèmes cycliques. Ensuite aussi, le nationalisme jusqu'à nouvel ordre, il a un horizon indépassable. Parce que la nation, dans certains pays, elle n'est pas abstraite. Chez nous, c'est plus compliqué en Afrique. Alors quand elle n'est pas abstraite, cela veut dire qu'elle est concrète. Et à partir de ce moment, alors l'internationalisme ou bien les valeurs, j'allais dire, pan-européennes, puisqu'on parle de la France, auront du mal à supplanter le nationalisme. Ce qui est vrai aussi dans certains pays scandinaves, où l'extrême droite a fait aussi des percées remarquables, exactement comme en France. Vous avez parlé de la rencontre au sommet des extrêmes droites européennes. Oui, et ils ont dit que l'année 2017 sera la leur. Ah, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on convoque encore une fois le syndrome Trump, on convoque l'autre syndrome qui lui est parallèle ou complémentaire, c'est-à-dire Brexit, alors on peut observer une dynamique qui peut être inquiétante pour les démocrates et pour les républicains, mais qui est là et avec laquelle il faut compter et composer. Oui. Pour terminer avec la France, à l'issue de ce scrutin, quel sera le destin du franc CFA, cette monnaie que nous utilisons?
Alors, sur le CFA, moi, je me suis fait une religion en lisant beaucoup de gens qui sont 1000 fois plus experts que moi. Alors, j'ai lu M. Lopez, Carlos Lopez, qui est Bissau-Guinée, qui a travaillé au Codesria, qui a travaillé à la Commission économique pour l'Afrique et qui est aujourd'hui un des conseillers officieux du président Paul Kagame. Oui. Il est pointu, il est brillant. Ses arguments sont en défaveur du CFA. J'ai lu le professeur Cassé, dont les arguments sont grosso modo en faveur du CFA, dans une bonne mesure. Et je les ai lus crayon à la main. Ce qui veut dire que je les ai lus attentivement. Oui. Je crois que les arguments qui se télescopent de part et d'autre ne sont pas mauvais. Ils sont bons de part et d'autre. Mais moi, je convoque, sans être, moi n'étant pas économiste, je convoque dans les débats une dimension qu'on ne doit pas perdre de vue. Et une dimension qu'il faut rattacher à l'histoire récente de la France. Lesquelles? Oui, c'est-à-dire la monnaie. Elle est la monnaie. C'est un vecteur de développement économique dans une certaine mesure, mais l'homme n'a pas besoin que de monnaie. Autour de la monnaie, on peut greffer aussi la souveraineté et la dignité. Et ce n'est pas rien. Le général de Gaulle, quand il est revenu au pouvoir en 1958, il s'était fixé 3 objectifs. La décolonisation, ce n'est pas ce qui nous intéresse. L'arme nucléaire, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais sur le plan économique, le général de Gaulle a créé le nouveau franc. Et pour ce faire, il a